Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Plusieurs décisions prises et des nominations prononcées au Conseil des ministres de ce mercredi 16 juillet 2019. Vous suivrez le point dans ce journal. Suite à notre reportage sur l'insalubrité aux abords de la voie qui passe devant l'hôpital de zone d'Aplaroué et aussi en face du dit hôpital, la réaction de l'autorité ne s'est pas fait attendre. Je voudrais nommer le directeur de l'hôpital de zone d'Aplaroué. Vous en saurez davantage dans un instant. Et puis la Cour pénale internationale suspend la remise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, annonce faite hier nuit, alors que quelques heures plus tôt, les juges de la Cour pénale internationale avaient annoncé la mise en route de la procédure de libération de l'ancien président ivoirien et de l'ex-leader du mouvement des jeunes patriotes. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de votre fidélité à Eden TV. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 16 juillet 2019 sa session ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement Patrice Talon. Au cours de cette session, plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. Je vous invite à suivre le compte rendu du ministre des Sports, Oswald Omeki. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, programme de renforcement des capacités et d'évaluation d'impact en Afrique de l'Ouest. Notre pays a pris la mesure de l'importance de la culture évaluative dans la sphère publique nationale au point d'en être le pionnier en Afrique subsaharienne. C'est à ce titre qu'il a initié le programme de renforcement des capacités et d'évaluation d'impact en Afrique de l'Ouest. Le dit programme vise l'amélioration du bien-être des populations de l'espace UEMOA à travers le renforcement des capacités techniques des cadres des administrations publiques, la conduite d'évaluation d'impact et l'utilisation des résultats dans le processus de prise de décision. Mesures préventives pour la gestion de la transhumance nationale et transfrontalière, édition 2018-2019. Le gouvernement, tirant leçon des expériences des campagnes de transhumance caractérisées par des destructions massives de champs de culture, des affrontements sanglants provoquant parfois des pertes en vies humaines, a décidé de promouvoir à terme l'élevage intensif en lieu et place du mode extensif actuellement en cours. Les ministres impliqués dans la gestion de la transhumance doivent veiller à l'observance des principales mesures ci-après. Rendre opérationnelle l'organisation de l'accueil et l'orientation des troupeaux transhumants au niveau des points d'entrée. Réactiver les comités départementaux et communaux de transhumance. Faire libérer, en liaison avec les collectivités territoriales, les sites d'accueil et procéder au tracé et ou au réajustement des couloirs de passage des troupeaux transhumants. Aménagement et bitumage du giratoire de la ville de Tchaourou. Les travaux de la route Beteru-Tchaourou, frontière du Nigeria, ont occasionné d'importants conflits de circulation dans la ville de Tchaourou, particulièrement à l'intersection avec la route Boycon-Dassa-Parakou, qui constitue le corridor principal vers les pays de l'Interland desservis par le port de Cotonou. Pour remédier à cette situation, il urge d'aménager convenablement ce carrefour en vue de permettre la fluidité du trafic au niveau de la traversée de l'agglomération de Tchaourou. Mesures conservatoires relatives au domaine litigieux, si à Womé dans la commune d'Abomey-Calavi, présumée propriété de la collectivité Makos. Un conflit domanial dans la commune d'Abomey-Calavi oppose des acquéreurs de parcelles et la collectivité Makos, présumée propriétaire du foncier en litige, en raison de l'intention de cette dernière de faire exécuter des décisions de justice qui remonterait à l'année 1941. Au demeurant, si les décisions de justice dont se prévaut la collectivité devraient être exécutées, elles généreraient de graves préjudices pour les acquéreurs dont le nombre est estimé à plus de 3000 personnes. C'est pourquoi, pour élucider cette question et préserver la paix sociale,
le Conseil des ministres a décidé de prendre des mesures conservatoires allant dans le sens d'une expropriation pour cause d'utilité publique en application de la législation en vigueur. Retour dans cette édition sur la date du 16 janvier 1977. C'était ce mercredi l'opération Crevette contre le président marxiste-léniniste Mathieu Kérékou. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Que retenir? Nous avons interviewé pour vous Pascal Todino et Paul Esseiko, anciens syndicalistes. Ils racontent ici comment ils ont vécu cette agression du 16 janvier 1977. Suivez. 16 janvier 1977, c'était un jour inoubliable, puisque jeune lycéen que moi j'étais, j'avais 24 ans. Je venais du lycée Mathieu Bouquet et j'étais dans la rue. Quand la nouvelle a commencé très tôt le matin, chaque Béninois avait, en marchant, son poste radio à l'oreille. Moi aussi, j'avais le mien. Et à la radio, nous avons entendu d'abord Mathieu Kérékou qui lançait l'appel que chaque Béninois devait se comporter comme un soldat au front. En ce moment-là, c'était la période où l'éveil de la conscience patriotique était au top. Et donc des gens ont accouru à main nue. Bon, c'était avec des bâtons, croyant pouvoir en arriver à en finir avec les mercenaires, c'est-à-dire des gens qui sont venus attaquer notre pays. Le peuple béninois était debout à en découdre avec les mercenaires. Je crois que il y a effectivement 42 ans, je venais de prendre service, ça fait à peine 3 ans, quand il y a eu cette agression contre le peuple béninois. Nous en étions tous surpris. Nous en étions tous surpris. Et je peux vous dire que je venais de finir mon service patriotique et militaire. Alors, ce que ça me rappelle, c'est cette façon de vouloir nécessairement reconquérir le Bénin. Cette façon de vouloir prendre le pouvoir par la force. Cette façon de ne pas se comprendre entre Béninois et d'utiliser les forces, le fusil, pour prendre le pouvoir par la force. Je vous dis que c'était vraiment une situation particulièrement éprouvante pour le Bénin et pour les Béninois. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui sont morts, les Béninois qui sont morts pour cette agression-là, et qui ont défendu vaillamment le peuple béninois. Nous devons faire particulièrement attention avec la tension sociale, la tension économique et surtout la tension politique. C'est ce que je peux conseiller aujourd'hui. Signature de l'accord de siège entre l'ONG Ordre des Hospitalisés de Saint-Lazare de Jérusalem et le gouvernement de la République du Bénin ce mardi, 15 janvier 2019 plutôt, et c'était à la salle des ambassadeurs du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Plus de détails avec Carole Laye et Fiacre Voitan. Signature de documents suivis d'échanges de parapheurs, des actes qui consacrent des liens scellés entre l'ONG Ordre des Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem International et le gouvernement béninois.
Cet accord fait suite à l'examen des recommandations du comité interministériel chargé des études sur les nombreuses actions que mène cette organisation au Bénin. L'ordre a organisé le dépistage des anomalies de la réfraction oculaire, spécialement avec des soins particuliers aux lépreux et en général à toute la population du Bénin, à plus de 30 000 personnes avec distribution des verres et montures gratuitement. C'est ce besoin manifesté des soins de la vue et des problèmes dentaires, tant pour les enfants, les adultes et les personnes âgées, que nos choix sont portés dans l'urgence sur la création de centres médicaux d'optométrie, d'optique, de cabinets dentaires pour un large public, mais en s'attachant à fournir des prestations et équipements médicaux de qualité au plus juste prix aux populations démunies. Des actions qui contribuent au bien-être socio-économique des Béninois et qui leur valent aujourd'hui la confiance du gouvernement. Une confiance qui se traduit par les privilèges accordés dans les différentes clauses de cet accord. La signature du présent accord de siège constitue l'expression de la satisfaction du gouvernement. Les différents privilèges accordés en vertu de cet accord en termes d'exonération fiscale et douanière, ainsi que d'autres avantages, représentent une contribution du gouvernement à vos efforts afin de vous permettre de travailler davantage pour mieux servir les populations béninoises, dont le mieux-être constitue les axes essentiels du programme d'action du gouvernement. Créé au Bénin le 21 septembre 2010, l'Ordre des hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem International intervient dans plusieurs pays africains tels que le Gabon, le Cameroun et le Sénégal. Composé de 4000 membres répartis dans le monde, l'ordre reste au service des pauvres et des malades sans aucune distinction de race, de sexe et de religion. Je vous emmène à présent à Djekpota, un quartier situé entre Kokotomé et Kokokodji à hauteur de Gbodje, dans l'arrondissement de Godomé où le manque d'eau est criard et à cela s'ajoute l'insécurité et l'insalubrité dans ce quartier au quotidien. Les habitants qui y vivent mènent une vie désagréable. C'est Aristide Seti et Denis Maroya qui ont fait le constat des conditions de vie de cette population de Djekpota. Je vous invite à suivre ce reportage. Non, il n'y a pas l'eau. Même le courant, il n'y a pas. S'il y a un quartier dans l'arrondissement de Godomé, non loin de Gbodje à Kokokodji, commune d'Abomey-Calavi, où les populations croupissent en permanence sous le poids de l'insécurité, c'est bien Djekpota, localité à peine électrifiée. Les seuls points éclairés de Djekpota se résument à ces dispositifs précaires appelés toiles d'araignée. Il y a des gens qui viennent dans ce quartier, les volets. Lorsqu'il y a nuit, les gens viennent nous braquer dans ce quartier. Il y a tout ça là, et ça nous a fait peur. Surtout les jeunes du quartier, il y a beaucoup qui, au lieu de se prendre en charge, cherchent toujours ces moments-là pour dévaliser les gens. Moi-même qui suis ici, j'en ai été victime il y a de cela 3 ans. Et la nuit, quand surtout les conducteurs de zèle, au retour, ils subissent des plaquages. Véritable repère aux malfrats, l'insécurité n'est pas le seul ennui que vivent les populations de Djekpota. Elles se doivent de parcourir au moins 2 km pour atteindre le point d'eau potable le plus proche. Sinon, le bas-fond et autres puits insalubres comblent le besoin en eau des moins exigeants. L'eau potable, c'est un problème fondamental. Comme ça se passait à l'intérieur du pays, et on parle de bidons jaunes là, je crois que c'est le même phénomène qui s'observe ici. On n'a pas encore eu de l'eau potable comme cela se doit, donc nous allons chercher ça au bord de la voie. L'un des problèmes que nous rencontrons, c'est le problème de l'eau potable.
Et comme si cela ne suffisait pas, Djekpota végète dans une précarité et une insalubrité chronique d'état d'immondice qui abrite une colonie de mouches et autres vecteurs d'infections et de maladies diverses. Pour le chef quartier de Djekpota, seul l'incivisme suffit à tout justifier. C'est l'incivisme. C'est l'incivisme parce que je crois qu'il y a des ONG qui promènent au moins, chacun doit quand même faire le contrat avec ces ONG-là, même si les ONG ne sont pas beaucoup, il faudrait qu'ils s'abonnent pour commencer par enlever les ordures ménagères chez eux. Les tas d'ordures dont vous parlez là, c'est des anciennes choses qui sont là et actuellement ils essaient de faire mieux. En attendant les belles promesses de campagne des prochaines joutes électorales, les citoyens de Djekpota interpellent les autorités communales et centrales à divers niveaux pour l'amélioration de leur cadre de vie. Suite à notre reportage sur la présence des ordures au bord de la voie qui passe devant l'hôpital de zone d'Aplahoué, la réaction du directeur de l'hôpital ne s'est pas fait attendre. Sous ses regards vigilants, une niveleuse a dégagé ce mardi 15 janvier 2019 les immondices en sa présence et en présence des agents d'hygiène de l'hôpital. Jonas Bouchi s'est aussitôt rendu sur les lieux pour faire le constat. Voici son compte rendu. Ça y est, c'est fait. Les immondices de l'autre côté de la voie bitumée qui passe devant l'hôpital de zone d'Aplahoué sont dégagés. Toutefois, le directeur de l'hôpital, Jean-Madon Doou, déplore la position géographique de cet hôpital qui compromet les efforts d'assainissement de sa devanture. L'hôpital de zone d'Aplahoué se trouve comme dans un versant et du coup, les eaux de ruissellement transitent par devant l'hôpital, ce qui crée de sérieux désagréments quant au drainage des ordures depuis la ville, depuis le marché. Et nous sommes en perpétuelle lutte contre l'insalubrité. À cela s'ajoute le dépôt des ordures dans les ravins en face de l'hôpital par les usagers du marché et les habitants de la ville d'Azové, à en croire Jean-Madon Doou. Quant à l'autre versant, les usagers du marché ou de la ville attendent souvent des moments avancés pour venir déverser avec des chariots des tas d'ordures dans la zone. Désormais, avec les nouveaux tests liés à l'environnement, lorsque nous allons mettre encore la main sur quelqu'un qui va se hasarder à déverser des ordures dans nos environnements immédiats, tout le dispositif judiciaire est là maintenant pour nous soutenir quand quelqu'un sera interpellé. Je voudrais implorer la population de ne plus jeter des déchets en face de l'hôpital. Ce n'est pas agréable à voir. Selon Rosaline Arroyo, coordonnatrice départementale de l'hygiène et de l'assainissement de base dans le Koufo, le problème d'insalubrité se pose avec acuité dans toute la commune d'Aplahoué. L'insalubrité au niveau d'Aplahoué, c'est un problème capital. Parce que tout Aplahoué ici, on n'a pas la structure de pré-collecte des ordures ménagères et s'il finit de produire les déchets, comment ils vont gérer ça? Il y a tout ça là qui nous tracasse. Mais pour l'instant, si on veut être stratégique, il ne faut pas rester seulement à notre côté pour parler, lutte contre l'insalubrité. Il va falloir remonter vers les élus locaux pour assainir le milieu en général. Le directeur de l'hôpital de zone d'Aplahoué apprécie à juste titre le reportage de Eden TV qui a énormément contribué à faire dégager les immondices en face de l'hôpital. C'est vrai, nous on a été fiers par rapport à votre passage qui a, disons, accéléré quand on s'est rendu au niveau du maire. Ce matin, il a bien accepté de nous laisser sa niveleuse. Et le chauffeur, ils sont venus nous aider quand même à aller débarrasser l'autre côté de la voie qui avait présenté des aspects
très insalubre. Les ordures sont certes enlevées. Eh bien, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le reportage était presque achevé. Il faut dire en été actualité que la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, demande le maintien en prison de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, le temps qu'elles reçoivent et examinent les motivations détaillées des juges concernant l'acquittement. Mardi, les juges avaient en effet prononcé l'acquittement sans donner l'intégralité de leurs arguments, car cela risque de prendre encore plusieurs mois. Mais en attendant, Fatou Bensouda craint que l'ancien président ivoirien et l'ex-leader des jeunes patriotes ne prennent la fuite avant une éventuelle poursuite du procès. Les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont eu jusqu'à cette mi-journée pour faire parvenir leurs arguments. Ensuite, les 5 juges de la Chambre d'appel ont examiné l'ensemble de ce dossier. Comme il s'agit d'une procédure d'urgence, il est fort probable que leur décision soit connue assez rapidement. S'ils suivent sa requête, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront en détention. À l'inverse, si les 5 juges rejettent cet appel et confirment la remise en liberté, le greffe pourra reprendre son travail pour préparer la logistique de la libération des 2 responsables politiques ivoiriens. Dans tous les cas, cet appel ne remet pas en question l'acquittement de ces 2 personnes. Le chef de la police kenyane révèle que le nombre de victimes de l'attentat terroriste perpétré dans le complexe hôtelier de Nairobi est passé à 21. L'attaque a été revendiquée par le groupe somalien Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, qui vise le Kenya depuis qu'il a envoyé son armée en Somalie en octobre 2011 pour combattre le groupe djihadiste. On les écoute. 6 autres corps ont été retrouvés sur les lieux et un policier a succombé tristement à ses blessures alors qu'il était sous traitement. Deuxièmement, 28 personnes ont été admises dans divers hôpitaux de Nairobi et troisièmement, 5 terroristes ont été éliminés. Lors d'enquêtes ultérieures menées par le DCI, Direction des enquêtes criminelles, nous avons arrêté 2 individus dont nous avons de très bonnes raisons de croire qu'ils ont facilité l'attaque et ils sont sous notre garde pour aider la police dans les enquêtes. Dans un effort pour relancer l'économie ghanéenne, le gouvernement vise à inverser la tendance à l'émigration. En 2019 en encourageant la diaspora du pays à rentrer chez elle, malgré les problèmes économiques que connaît toujours le pays d'Afrique occidentale. Plus de précisions dans ce reportage. L'année du retour, c'est ce que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, voudrait faire de 2019. Pour convaincre la diaspora ghanéenne de rentrer au pays, il a annoncé de nouvelles lois pour faciliter la réinstallation. Dedo Azou est rentrée au Ghana en 2009, après avoir passé 11 ans au Canada. Depuis, elle a ouvert ce bar de thé à Accra, mais la réadaptation à la vie ghanéenne n'est pas facile tous les jours. C'est une bonne idée pour tout le monde de rentrer chez soi si l'on est du Ghana ou si nos racines sont ici. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire de rester ici en ce moment. Personnellement, je ne pense pas que le pays soit stable financièrement. Les Ghanéens ne sont pas les seuls à être encouragés à s'installer ici. C'est le cas de toute la diaspora africaine et tout particulièrement des Afro-Américains. Pendant 3 siècles, la Côte de l'Or britannique, ancien nom du Ghana, a été l'un des points principaux de départ du trafic d'esclaves vers l'Amérique. Né aux États-Unis, Sikley Williams s'est installé au Ghana avec sa famille en 2017, après avoir visité le pays comme simple touriste. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est que vivre en Afrique, et particulièrement au Ghana. Donc je pense que c'est très important que les gens viennent visiter le pays pour se faire leur propre idée de comment c'est réellement. Le gouvernement espère que cette année du retour fera mieux connaître le Ghana à travers le monde et aidera à relancer le tourisme, un secteur au potentiel immense, mais peu exploité.
À moins de 3 mois du Brexit, les députés britanniques ont infligé mardi une défaite historique à la première ministre Theresa May en rejetant massivement son accord de sortie de l'Union européenne, déclenchant le dépôt d'une motion de censure par l'opposition travailliste. À Dundalk, une ville irlandaise proche de la frontière avec l'Irlande du Nord, les habitants réagissent après le rejet massif par le Parlement britannique de l'accord Brexit de Theresa May, rejet après lequel l'Irlande a annoncé intensifier ses préparatifs pour un Brexit sans accord. Suivons leurs propos. Sans l'ombre d'un doute, ils n'ont pas eu d'autre choix. Ça va être une frontière dure. Il doit y en avoir une. Comment cela peut-il fonctionner? Il n'y a pas de cadre pour que ça fonctionne sans une frontière dure. Je ne vois pas comment les choses vont se dérouler pour les douanes et pour le reste. Le Parlement n'a pas voté en sa faveur, ce qui, je crois, nous a encore une fois laissé en plan. Il y a eu 15 mois pendant lesquels l'Union européenne a essayé de résoudre le Brexit, mais au bout du compte, elle n'a rien résolu. Je ne pense pas qu'elle obtiendra ce qu'elle veut. Les syndicalistes ne la laisseront pas faire. C'est aussi simple que ça. Le Premier ministre britannique Theresa May fait une déclaration devant Downing Street à Londres affirmant qu'il est de son devoir de faire aboutir le Brexit après avoir survécu de justesse à un vote de défiance au Parlement. Suivez ses propos. Je crois qu'il est de mon devoir de respecter l'intention du peuple britannique de quitter l'Union européenne. Et j'ai l'intention de le faire. C'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. À bientôt.